Le programme, c'est comment ça va se passer. Je vous propose d'écouter le premier épisode des Portugaises. Ça dure 18 minutes. Et après, on aura une conversation menée par Victor De Quiver avec Adrien Deleu, mon ami scénariste et gay et portugais qui fait partie de ce podcast, et moi-même. Et voilà. Et quelques mots sur le podcast que vous allez écouter. Donc c'est l'histoire d'une amitié. C'est mon histoire racontée à la première personne de mon amitié avec deux amis gays et portugais que j'ai rencontrés au travail dans un grand magasin à Paris. Un grand magasin qui fait l'actualité en ce moment. Et donc tu vendais des poupées. Et voilà, donc c'est un épisode, ça va être un podcast qui est en 5 épisodes thématiques. Il y aura un épisode chaque mois à partir de lundi qui sera diffusé sur le site de la revue Regard, qui est une revue de gauche qu'on adore, et après sur d'autres plateformes de streaming aussi de podcasts. Je vous remercie beaucoup, on va pouvoir lancer le podcast. C'est sur mon téléphone. Roulement de tambour. En fait, mon rêve, c'était que tout le monde fasse un décompte. Et donc, si c'est possible, on va faire 3, 2, 1 et je vais appuyer sur play. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. 3, 2, 1, c'est parti! Petite vingtaine de minutes avant l'arrivée des pastéis pour une petite conversation. Arthur, comment tu te sens là? Qu'est-ce que ça fait d'écouter cette histoire avec d'être plein à entendre ça? Ce serait mentir que de dire que je prends pas du plaisir à vous le partager, parce que si j'ai fait ça dans ma chambre, c'était parce que je voulais que ça ait un public à un moment donné. Mais c'est vrai que ça me stresse parce que je partage beaucoup de choses intimes dedans, dans ce podcast. Donc je suis un peu ému, mais je suis content que vous soyez tous là pour entendre ce projet. Voilà. Moi, ce que je trouve aussi assez beau, c'est que ça parle de ton histoire, mais aussi on se reconnaît peut-être dans certaines choses qu'on entend. Et justement, sur cette solitude gay parfois, et cette espèce d'esprit de séduction permanent, ça, c'est quelque chose que toi, tu as remarqué beaucoup et que tu voulais en faire quelque chose aussi. Alors, par quoi je peux commencer? Est-ce que c'est plus difficile quand on est gay, lesbienne et tout ça, d'arriver à une relation sans séduction, tu penses? En fait, je pense que c'est les antidépresseurs qui ont un peu tout changé. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai pris les antidépresseurs, c'était concret, j'avais plus d'érection et j'avais plus envie de faire l'amour. Et du coup, j'étais un peu propulsé dans la recherche de nouveaux liens et de liens qui n'amenaient pas vers du sexe, parce que ces liens-là, j'allais pas pouvoir de toute façon les consommer. Donc c'est comme ça que je me suis un peu détaché de cette séduction permanente, et je me suis rapproché. En fait, il y a beaucoup de, il y avait pas assez de lieux pour les homos, pour les LGBT, donc ça c'est vrai. Mais c'est vrai que sur les quelques lieux qu'on a, c'est des lieux de séduction, et je me suis retrouvé par exemple j'avais du plaisir à faire un puzzle avec des amis au Bonjour Madame, ou sinon dans le café que propose la librairie Les Violettes & Co.
Et ça, c'est des espaces qui sont bien pour un jeune homme gay sous antidépresseur parce que c'est agréable. Voilà. Et il y a aussi quelque chose qui me touche beaucoup, c'est tu parles d'une histoire d'amitié comme d'une histoire d'amour finalement. Et ça, je me suis dit, on nous raconte peu d'histoires d'amitié, de prendre autant de soins, d'écrire comme ça. Tu le dis aussi, c'est une volonté de rendre hommage à ce qui s'est passé, de fixer aussi sur une bande son, d'enregistrer ce qui s'est passé. Est-ce que, à quel moment tu as eu cette idée? Pourquoi est-ce que c'est un podcast et pas un livre ou un film? Alors, j'avais déjà fait un podcast, mais c'était un travail plus journalistique sur l'affaire Adama Traoré. Et tout de suite, quand j'ai vécu des moments forts avec mes amis Adrien et Joseph, j'avais envie de capter, ça m'est venu comme ça, j'avais vraiment envie d'avoir une trace sonore, une archive. J'étais très heureux le soir, je réécoutais ça et je nous entendais faire des blagues sur les tenues du Met Gala ou évoquer des choses complètement niaises, mais ça me faisait vraiment plaisir d'écouter ça. Et petit à petit, je me suis approprié cette histoire pour en faire un podcast. Voilà. Est-ce que, alors Adrien, toi, tu avais déjà écouté cet épisode avant la soirée? Ouais, c'est ça. Ça doit être aussi curieux de faire partie de cette aventure, à la fois de l'avoir vécu et de la vivre, et en même temps de l'entendre d'un point de vue qui n'est pas le tien. Comment est-ce que tu prends ça? Oui, c'est assez drôle parce que comme c'était un projet à la base à trois, mais vraiment plus du podcast de conversation où on maîtrisait pas forcément ce qu'on disait, quand le trio s'est détaché, effectivement, avec Arthur, on en a discuté et je voyais que l'envie pour lui de raconter cette histoire, elle était hyper importante. Donc je trouvais que c'était plus judicieux qu'il le fasse de son point de vue. Et c'est vrai que ça apporte des choses différentes, notamment que ce soit dans cet épisode ou celui d'après, quand Arthur parle de notre rencontre. Effectivement, il le disait, il y avait toujours une atmosphère de drague et on était chacun, on avait peu d'amis gays autour de nous. Et du coup, le fait des années plus tard d'entendre sa version des faits de l'époque, à la fois ça m'a surpris et en même temps je me suis, en fait je m'étais jamais mis complètement dans ces baskets sur ce début de relation quelle qu'elle soit. Et je suis hyper touché par le podcast il y a vraiment une déclaration d'amitié qui est très belle. Donc voilà. Un des autres aspects, c'est vous êtes gay et portugais. On adore le jeu de mots. Est-ce que vous pensez que ça a vraiment été une des conditions de cette amitié? Ou est-ce que finalement, c'est un peu accessoire et il s'est trouvé que c'était ça c'est drôle parce qu'il y a ces deux points communs. On travaillait tous les trois dans le même magasin et on avait tous les trois des velléités d'écriture. Donc ça faisait presque une petite secte avec tout ça en commun. Je dirais pas, en fait, le fait qu'on vienne tous les trois de la culture portugaise, je pense que ça nous a soudés. On aurait probablement eu quand même les affinités qu'on avait sans ça, mais d'un coup, il y a eu quelque chose de beaucoup plus nostalgique sur nos histoires, sur l'histoire de nos familles. Tu le dis aussi sur le fait de parler la langue entre nous. Il y a un truc où aucun de nous trois n'y a vécu, et du coup, il y avait comme une façon de se réapproprier un peu l'histoire de nos parents et de nos grands-parents. Cet été, on est partis ensemble pour la première fois au Portugal ensemble et Arthur m'a présenté à sa grand-mère. Il y a quelque chose de... je pense que ça a vraiment solidifié l'amitié qu'on aurait pu avoir, quoi. Et je voudrais ajouter, c'était un moment très fort pour moi parce que j'avais ma grand-mère qui refusait cette homosexualité et du coup de pouvoir me dire... cette terre, le Portugal, ça a toujours été dans ma construction, mais c'était très rattaché à cette figure de grand-mère. Et donc si il arrive quelque chose à cette grand-mère, ça se trouve, j'aurai plus de lien avec ce pays parce que j'ai pas d'appartement là-bas, j'ai pas de terre. Donc je suis attaché à ce pays par son biais à elle. Et c'était la première fois avec ces deux amis que je pouvais m'approprier cette culture
et manger juste des pastéis de nata avec mes amis, ça me faisait un bien fou. Voilà. Et tu dis dans l'épisode que tu parlais pas portugais à la différence de tes deux camarades. Est-ce que ça t'a donné envie d'apprendre la langue, de... J'ai fait des cours de portugais quand j'étais petit, mais ça s'est pas imprégné. Mais je trouve que, en fait, c'est étrange de voir. Ma grand-mère a été très fière de nous parler français. J'ai été fier d'être assimilé à la France, d'avoir appris tout ça. Et donc, d'une certaine manière, en fait, j'accepte que je ne sais pas parler portugais et que ça fait partie de cette histoire aussi de migration. Donc, je trouve ça beau, en fait, quand je remarque que j'adore le Portugal, mais que je connais aucun ami, que j'ai pas d'amis au Portugal, et pas beaucoup d'amis en tout cas, et que quand j'y vais, je leur parle en anglais, mais pourtant je me sens vraiment proche d'eux. Et voilà. Il y a quelque chose aussi qui m'a marqué, tu disais j'allais pas bien, j'étais en dépression, je prenais des médicaments et cette amitié m'a aussi permis de sortir de ma chambre. Moi je vois un rapport avec sortir du placard, enfin voilà, faire un mouvement de sortie. Est-ce que ouais, tu penses que cette amitié a vraiment joué aussi un rôle bénéfique dans une nouvelle exploration du monde, de la vie, des sentiments? Bah, non, je pensais, oui, non, je sais pas. Je passe un message de relais. Pardon. Je sais pas si Arthur l'a vécu comme moi, mais je pense qu'il y a de ça, même si c'est inconscient, parce que ce que tu dis, juste faire les folles dans le rayon du BHV, ou ne serait-ce que commencer à sortir à 3 en soirée gay, et du coup ne pas être seul et juste en se disant je sors dans l'optique potentiellement de séduire quelqu'un ou de rentrer avec quelqu'un. D'un coup on arrivait en groupe et il y avait une forme d'affirmation de notre identité qui était, que moi j'ai pas connu avant en n'ayant pas d'amis gays aussi proches que ce que nous on a. Donc il y a comme un renouveau une vraie affirmation, j'ai l'impression. Toi aussi tu te disais j'avais pas connu ce sentiment d'amitié entre gays avant. Complètement, et là où tout à l'heure tu disais que ça évoquait presque une histoire d'amour, et on en parlait avec un autre ami il n'y a pas longtemps, c'est vrai que j'ai l'impression qu'une amitié, on a besoin d'en prendre soin, et c'est aussi parce qu'on est passé par toutes ces phases-là où au début c'était très flou, et comme c'était flou, on s'est mis à distance parce qu'on n'arrivait pas à comprendre ce qu'était cette relation, pour après finir par réussir à en parler un jour et à se dire en fait le lien qu'on a, on n'a pas envie de le gaspiller avec la légèreté, et du coup on a envie de l'investir pour que ce soit une relation qui dure vraiment dans le temps, plus qu'une potentielle relation amoureuse ou sexuelle, et du coup je me suis perdu dans... Et juste peut-être, Arthur, est-ce que tu peux prolonger un peu l'idée, tu disais la solitude c'est comme une homophobie intérieure. J'aime bien cette formule. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce qu'elle recouvre pour toi? Par exemple, ce que j'ai aimé avec les Portugais, c'était que je pouvais m'autoriser à avoir des traits plus féminins que je considérais comme plus féminins. Et juste pouvoir me déhancher avec eux, essayer des paires de talons. On adorait aussi le grand magasin pour ça. C'était un espace dans lequel on allait au rayon femmes et on testait les robes, les vestes de costumes beaucoup plus belles au rayon femmes qu'au rayon hommes. Et ça m'a fait me sentir bien mieux. Je sais pas si je réponds exactement. D'accepter toutes les parts que tu pouvais être. Et j'étais en couple à un moment, et dans la séduction, j'étais régulièrement en train de faire l'effort d'incarner un homo, mais pas forcément maniéré, je me mettais moi-même des impératifs. Et là où l'amitié, puisqu'il n'y avait plus d'enjeu de séduction,
je pouvais être totalement... je m'autorisais à être beaucoup plus naturel. Voilà. Dis. Je me permets de rajouter un Ouais. truc. Sur le fait de sortir de la solitude aussi, je crois que dans cette relation, il y avait aussi pouvoir parler de nous, de nos craintes, de nos complexes aussi. Quand on parle de sexualité avec quelqu'un avec qui on la vit, on essaie toujours de se montrer sous notre meilleur jour, et donc il y a plein de sujets sur lesquels on ne peut pas parler. Et je crois que pour nous trois, dans notre construction en tant que jeune homo à l'adolescence, on n'avait pas vraiment de personnes avec qui on pouvait à qui on pouvait poser des questions ou se confier sur les questions plus précises relatives à l'homosexualité qu'on se posait. Et du coup, le fait d'avoir ce safe space là, ça nous a permis d'aller bien. Et alors il y a une phrase que je peux spoiler qui est dans l'épisode 4, ça donnera peut-être aux gens envie d'écouter encore plus. Tu dis on n'a pas besoin d'aller mieux pour être aimé. Je trouvais ça très beau. Et voilà, je te passe la patate chaude. Oui. Non, mais c'est des... en fait, dans notre trio d'amis, on allait tous les trois pas très bien, même si... on était deux en dépression et Adrien, t'étais pas en dépression, t'étais un peu mal. T'étais en deuil, voilà. Il était en deuil. Ah, de ta grand-mère portugaise. Ouais. Et on était tous les trois assez malheureux, mais juste partager des moments ensemble, ça nous comblait de joie. Et c'était très limité, bien sûr, mais ça permettait à ce qu'on ait plus de temps pour nous. Mais tu disais, la séduction, ça prend de la place et ça nous empêche d'être authentique parfois. Et je me disais, en écoutant cette phrase, on n'a pas besoin d'aller mieux pour être aimé, qu'il pourrait y avoir une forme de bonheur imposé ou d'être positif tout le temps, et que la vraie amitié, ça permettait juste d'enlever ça aussi, et que c'était comme si c'était une injonction aussi d'aller bien aujourd'hui. Et voilà. Dis. Non. Non, mais je suis d'accord avec toi, j'ai rien à rajouter. Ouais. Et Adrien, tu veux juste peut-être, si c'est ok pour toi, on peut parler de toi, de tes origines portugaises, de ton lien à ta grand-mère. Toi, tu viens de nous dire que tu avais perdu ta grand-mère au moment où tu avais rencontré Joseph et Arthur. Je crois que il y a aussi, tout ça a joué dans la volonté d'investir aussi un lien. Tout à l'heure, tu disais que ta grand-mère, tu avais peur de la perdre parce que c'était un peu elle le pilier de cette culture dans ton histoire. Moi, pour le coup, c'était énormément le cas. C'est elle qui m'a élevé quand j'étais petit, et du coup, ma mère, elle est arrivée en France. Elle a fêté, je crois, son 2e anniversaire le lendemain de son arrivée, donc la langue, je l'ai beaucoup plus pratiquée et apprise auprès de ma grand-mère. Et du coup, sur sa fin de vie, je me suis beaucoup occupé d'elle parce que... Elle habitait en France Elle habitait en France, ouais. Parce qu'on avait un lien très fusionnel, et du coup, pour le coup, moi, mon ancrage étant parti, il y a eu aussi cette volonté à trois de replonger dans cette culture et de me dire... la génération de ma mère et de ses frères, il y a des choses qui réinvestissent de leur côté, mais il n'y a pas, chez tous mes cousins, il n'y en a quasiment aucun qui parle vraiment bien portugais, et du coup ça a un peu activé une forme d'urgence d'avoir envie de plonger dans ses racines et de me les approprier aussi. Et tu peux dire à tout le monde que tu as commencé les cours de portugais? Oui, depuis la rentrée. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, des questions que j'aurais oubliées? Non, c'était vraiment parfait, des questions. Est-ce que vous avez des questions, surtout peut-être une ou deux? Là, on arrive oui, ça fait une vingtaine de minutes, donc on va peut-être pas trop abuser, mais il y a peut-être une ou deux ou trois questions qu'on peut poser simplement. Oui? Moi, j'avais une question vis-à-vis justement de ce cercle d'amis, et quel est ton point de vue sur en fait, le deuil de cette amitié que tu as? Est-ce que déjà tu la considères comme un moment passé et qui est révolu, ou est-ce que tu as une espérance que ça revienne pareil? En fait, quelle est ta vision justement de cette amitié à trois? Est-ce que c'est juste qu'après ça va être deux autres amitiés qui vont
partir dans des chemins différents, ou est-ce que tu as une sorte de frustration? Parce que moi, je me suis reconnu dans ça avec un épisode de ma vie aussi, et personnellement, j'ai du mal à faire ce deuil qu'on se soit un peu éloigné, donc j'essaye, ou en tout cas j'ai cet espoir de revivre ces moments-là, et je voulais savoir ton opinion et comment tu le voyais. C'est assez mitigé. En faisant ce podcast, j'ai commencé à le faire en me disant c'était terminé. J'avais plus à pouvoir retrouver ce trio. Donc je voulais écrire ce que c'était et passer à autre chose. Et en fait, en remettant beaucoup d'investissement dans ce travail, ça m'a fait prendre conscience que je pouvais aussi essayer peut-être de me battre pour revigorer cette amitié, pour la faire revivre. Pas de la même façon, en fait, on n'est plus un trio, mais avec Adrien on se voit et j'ai espoir que Joseph, que nos désaccords puissent... en fait, je me dis qu'en mettant de l'investissement, peut-être que ça donnera quelque chose de beau, mais je sais, j'ai pas de garantie. Donc j'essaye, voilà. C'est assez beau ça aussi, cette idée de faire des points, de réfléchir sur des amitiés. Souvent on le fait pour l'amour, enfin des relations de couple et tout, mais là de prendre le temps de disséquer, de voir ce que ça nous a apporté, enfin, c'est assez touchant. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Tu me dis si c'est trop intense, mais tout à l'heure, tu as dit qu'on n'avait pas besoin d'aller, que ce Joseph il va pas bien et il est impossible à aimer. La limite, elle est où dans cette amitié-là? Est-ce que toi, en faisant ce podcast, j'ai 110 ans, ce podcast-là, est-ce que ça t'a pas permis de prendre un peu du recul sur le fait que en fait, les gens changent et voilà, en fait c'est tout. Et le fait de faire ce podcast, d'aller mieux aussi. Oui, maintenant, toi, tu vas mieux. Enfin, t'es aimable et t'as toujours été aimable. La source du souci, c'est pas que la dépression parfois. Est-ce que t'en as conscience? Ça devient C'est pas obligé de répondre à vie. Non, mais ouais, je vais pas répondre à cette question. Oui, vous aviez une question? Oui, moi j'avais une question parce que je trouve, moi ce que j'ai trouvé très fort, c'est que c'est extrêmement personnel, qu'on a justement d'avoir quelque chose qui est dit sans essayer de faire plaisir, juste en essayant juste d'avoir le plus de détails, qu'on comprenne le mieux possible les choses. Et je le dis au début de manière le plus sincère possible, voilà. Et je trouve ça très fort. Et je me demandais dans le processus de création, comment tu as fait? Est-ce que tu t'es dit, quand j'écris, est-ce que je pense que quelqu'un va le lire? Ou est-ce que au contraire, je fais abstraction de ça pour essayer justement de pouvoir dire tout ce que j'ai envie de dire et ensuite, je verrai comment ça va être perçu. Mais je trouve, je me dis forcément, pour les gens qui connaissent et tout, il y a plein de choses proches qui sont... je pense que ma question est claire. Oui, c'est super clair. Peut-être que c'est justement ces amitiés-là qui m'ont permis d'être sincère, parce que, par exemple, en parlant de mon mal-être, j'avais du mal à parler de ma dépression, de comment j'allais mal et tout. Et mes amis m'ont fait sentir ça normal. J'ai réussi à banaliser, à faire des jeux, à rigoler sur les antidépresseurs et les effets que ça peut avoir. Et donc je dirais que c'est ces amis-là qui m'ont fait comprendre que je pouvais aller être au plus près de la vérité. Mais par exemple, c'est intéressant aussi de voir que ma vérité n'est pas celle d'Adrien et que il m'a fait remarquer qu'il n'a pas les yeux bruns. Et donc j'essaye d'être le plus sincère possible, mais c'est... Pardon, j'ai pas du tout les yeux bruns. J'ai pas réécouté la deuxième version de l'épisode 2. Ouais. Mais c'est vrai que par exemple sur une des fois où on s'est dragué,
La première fois que j'écoute l'épisode, je me dis mais c'est pas du tout passé ça, vraiment pas de façon concrète. Et du coup, c'était hyper drôle après d'échanger par téléphone et de voir ce que chacun avait retenu ouais. Et j'aimerais bien, enfin là c'est pour ça que le deuxième épisode n'est pas encore sorti, mais il montrera aussi la banalité de ce texte, parce que je vais confronter l'avis d'Adrien et montrer que ce que je dis, c'est seulement ma vérité. Voilà. Mais c'est beau aussi de se dire qu'on imagine une partie du lien qu'on a avec quelqu'un. Et qu'au final, bah, c'est ta vérité, et t'as peut-être les yeux bruns pour Arthur. Alors ouais, ils ont l'air verts, c'est ça? Ouais, en tout cas, de mon point de vue. Je me posais une question. Cette place de la sexualité chez les gays, elle est assez historique. Enfin, je lisais un livre qui est ici récemment de Mathias Kéré, et puis il montrait déjà comment le désir pouvait aussi parfois empêcher certaines mobilisations gays ou justement les avoir nourries. Et je me demandais, est-ce que tu penses vraiment que le sexe salit? Enfin, en gros, est-ce que coucher empêche l'amitié? Non, mais c'est quelque chose que j'avais plus envie de faire. Enfin, j'ai des amis qui découlent de plans. C'est-à-dire, j'ai pu avoir une relation sexuelle avec un ami, enfin voilà. Mais c'est vrai que là, la question s'est même pas posée parce que j'avais pas de sexualité. Enfin, en tout cas, j'étais. Mais de manière plus large, est-ce que tu penses que le sexe, ça peut atténuer des combats, ça met une paire de lunettes sur la vision qu'on peut avoir du monde, Non, de je ces événements? je pense pas du tout. Je pense qu'au contraire, les gays l'ont montré, la sexualité, ça peut être une force. En parler, la faire, ça permet de bouger les choses. Que la culture SM, c'est toute une culture. Donc je pense pas que la sexualité s'allie du tout. Et pourtant, quand tu parles de troubles érectiles liés à les antidépresseurs, on n'entend pas ça toujours. On sent qu'il y a une résistance, que c'est parfois impudique ou difficile à dire quand on est un homme. Et du coup, je trouve que ça brise, n'exagérons rien, mais ça parle d'un sujet qu'on a peu l'occasion d'entendre aussi, quand même, pour ajouter une pierre. Ouais. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Ou une remarque? Ou un affect à nous partager? Eh ben, c'est bien, non? Oui. Alors moi je suis la maman. Ah, bravo. Portugaise aussi. Du podcast, j'ai beaucoup appris de mon fils. Ouais. Voilà, des choses intimes et aussi de sa personnalité. Et c'est vrai que du coup, je me dis, ça a dû être difficile, mais alors, du coup, j'ai presque 110 ans. Voilà, mais sur la sexualité homosexuelle et autres, parler de sexualité c'est compliqué, et c'est vrai que ce podcast parle d'amitié, mais parle aussi de sexualité, et je trouve que c'est beau parce que, comment dire, j'ai découvert mon fils dans ce qu'il est, alors pas complètement, mais voilà, il est tout à fait comme je l'aime. Merci à Victor qui publie un texte aux éditions Rivage dans pas longtemps. C'est quand là? Tu peux nous dire la date? 7 janvier. Le 7 janvier. Donc voilà, il a écrit un texte. Mais on est là pour parler de toi. Oui. Je suis très content et honoré que tu aies mené cette conversation. J'étais ravi de découvrir ce beau podcast. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci.